Tukua mai kia piri Te Arawa FM. Morena rawa atu rā, e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangarangatanga maha hurinoa i te moana nui a Kahumata Momoe. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora rawa atu tātou katoa. Morena rawa atu e te iwi. Ko te wā e nāi nei, ko te rua te kaumātahi miniti i te kau karaka. Te wā e nāi nei, ko Roger Cunningham tēnei e mihi kau atu nei ki a koutou, kua tītaha taringa mai. Les Maoris constituent aujourd'hui 15% de la population de Nouvelle-Zélande. Au sein d'une société majoritairement pakéa, c'est-à-dire d'origine européenne, leur présence est partout visible. Sur les frontons des marae, les maisons de réunion, les sculptures représentant les ancêtres des différentes tribus, les iwi, témoignent de la vivacité de leur culture. Une forme de renaissance, opérée dans la deuxième moitié du XXe siècle, après un lent déclin dû au processus de colonisation. L'histoire de ce peuple de tradition guerrière, redouté autrefois pour son ardeur au combat, précède pourtant de plusieurs siècles la venue des premiers explorateurs occidentaux. Les ancêtres des Maoris sont venus depuis la Polynésie. Habiles navigateurs, ils ont traversé l'océan Pacifique sur une distance de 4000 km à bord de pirogues à double coque. Leur premier contact avec l'île a lieu en 950 après Jésus-Christ, au cours d'un voyage d'exploration. L'île y gagne alors son nom, Aotearoa, la terre du long nuage blanc. Leur immigration s'effectue en plusieurs vagues et culmine au XIVe siècle. Sur ce nouveau territoire vaste et fertile, au relief à la fois côtier et montagneux, ils investissent principalement l'île du Nord, au climat plus favorable. Aujourd'hui, la mémoire de cet événement originel reste très vive. Aux yeux des Maoris, ce lien avec leurs racines est essentiel, dans une culture qui se fonde avant tout sur un concept de généalogie spécifique appelé whakapapa. Whakapapa est pour ainsi dire la fenêtre à travers laquelle le monde maori peut être vu et compris. Dans la vision maori du monde, dans nos coutumes, dans notre culture, Whakapapa nous lie à toute chose et tout être. Cette généalogie relie non seulement les êtres humains, mais aussi toutes choses. Les cieux, la terre, les objets animés ou inanimés, et bien sûr les personnes liées par le sang. Dans nos récits de la création du monde, notre whakapapa commence avec Père Ciel et Mère Terre, Ranginui et Papatuanuku. Le whakapapa nous lie directement aux dieux. Et comme les dieux étaient aussi les créateurs des forêts et des océans, le whakapapa nous lie également à tous ces éléments naturels. Te taonga porotitsu Poia pio pio me te purere hua Hei kawe ngā kupu a te tohunga Taonga puoro a pio pio e whakarongo mai. Tout dans l'univers des Maoris fait référence aux dieux de la création, comme aux Tipuna, les ancêtres qui les précédèrent sur l'île. Une mémoire subtile, ancrée dans les lieux et transmise oralement depuis des générations. Encore aujourd'hui, celle-ci définit pour chacun prestige et autorité.
きておほれれあってぷかいやぷたたらえからがねえなてあろはたがろわとがぷおろぷもわないわかろんごまいとがぷおろこわうえわかろんごまいMon whakapapa remonte à la pirogue des Arawa, cette waka qui est arrivée vers l'an 1100 depuis Hawaii, quelque part en Polynésie. Certains de mes amis sont capables, encore aujourd'hui, de chanter le même chant que celui chanté à l'époque sur cette waka, lors du voyage vers la Nouvelle-Zélande. Ils peuvent toujours le chanter. Je descends du chef spirituel de cette waka. Il s'est établi à Taupo, là où se trouve le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et les 3 volcans. Le capitaine de la waka, lui, s'est installé sur le site géothermique de Rotorua. Mon whakapapa me relie donc directement à ces 2 chefs. Le berceau de toutes les sociétés polynésiennes est Raiatea, et un archipel qui se trouve en Polynésie française. Hawaï, les Samoa, l'île de Pâques ont toutes été peuplées par les habitants de ce petit groupe d'îles autour de Raiatea. Et Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, fut la dernière. Elle était la plus éloignée. Les Maoris sont donc les plus jeunes Polynésiens. Étant les plus jeunes, nous sommes aussi très forts, je pense. Nous avons été les derniers dépositaires d'une certaine agressivité qui n'a pas d'équivalent en Polynésie. Pour moi, il n'y a pas de danse aussi féroce que le haka. Que ce soit à Tahiti, à Hawaï ou au Samoa. Lorsque les Français, les Hollandais et les Britanniques exploraient le Pacifique, l'endroit considéré comme le plus dangereux était Aotearoa. Ils nous appelaient les îles sauvages à cause de la sauvagerie des Maoris. Cette attitude agressive n'est pas forcément appréciée, mais c'est elle qui nous amènera là où nous le désirons. Hawaii ki tu. Hawaii ki tu. Tutane. Tutane. Ai mai te timutanga tutane. Tutane. Ai hopotahi. Le mot haka désigne en fait l'ensemble des danses maoris. Seul le haka peru-peru, réservé aux hommes, était à l'origine une véritable danse de guerre. Mango pare. Réalisés avant la bataille, ces mouvements devaient être exécutés avec précision, sous peine de compromettre les chances de victoire des guerriers maoris. La plupart des haka aujourd'hui sont des haka taparahi, réalisés sans armes. Bien loin d'un simple folklore, le haka permet aux danseurs de démontrer sa vigueur et sa dextérité et d'affirmer aux yeux des autres son identité. Dès la fin du XVIIIe siècle, explorateurs, chasseurs puis colons occidentaux débarquent à leur tour sur l'île. Le 6 février 1840, 43 chefs maoris signent avec les Britanniques le traité de Waitangi, bientôt suivi par plusieurs centaines d'autres chefs. Ils reconnaissent la souveraineté de la couronne, tout en conservant la propriété de leurs terres, forêts et pêcheries.
Si le traité de Waitangi établit officiellement le statut de colonie à la Nouvelle-Zélande, son interprétation est encore débattue aujourd'hui. Un des chefs du Nord, Nopera Panekareao, a dit au moment de la signature du traité de Waitangi, l'ombre de la terre va à la reine, mais nous en conserverons la substance. Il prononça ces mots en 1840. 2 ans plus tard, il dit « C'est le contraire qui s'est produit ». Depuis la signature du traité en 1840, notre histoire s'est écrite, et ce jusqu'à aujourd'hui, où de nombreuses protestations se sont fait entendre autour de la question « Est-ce que le traité a vraiment été respecté ?» Pour les Maoris, les 50 dernières années ont été synonymes de changement. Un changement visible à travers beaucoup d'événements. Dans les années 70 notamment, il y a eu une forte mobilisation des Maoris qui disaient haut et fort « Nous en avons assez, nous avons perdu trop de choses ». La plupart de nos terres, l'accès aux ressources naturelles, aux zones de pêche ou de chasse, aux forêts. Nous avons perdu tout ça. Ça suffit. Ce n'est pas ce qui avait été convenu avec nos ancêtres à la signature du traité en 1840. À partir de 1975, suite à une forte mobilisation, les Maoris font entendre leur voix sur le terrain politique. Le Parlement néo-zélandais crée le tribunal de Waitangi, chargé d'étudier leurs plaintes. Il recommande au gouvernement des indemnisations et même la restitution de terres saisies en violation du traité de 1840. Cette reconnaissance s'accompagne pour les Maoris d'une affirmation de leur héritage culturel. Au premier plan de cet héritage, la langue maori. En 1987, celle-ci devient la seconde langue officielle du pays, après l'anglais. Tērā pia e te hokutukua e maramana ki tēnei kōrero. I whakatapuhia e te kāwanatanga, tētahi kāhui rōpu me tā rātou mahi kia āta tirohia ki te whakapauga o te pūtea mō te reo Māori nera. Heha te taua utura, āhua ruarau ono te kau miriona tāra. Tērā te katoa o te pūtea ka whakapauhia e te kāwanatanga mō te reo Māori, mō tēnei rāngai. La colonisation, manifestement, nous a appris beaucoup de choses. Une des principales est notre langue. Ce n'était pas une langue écrite. C'était une langue très puissante que nous nous devions de maîtriser oralement. Autrefois, lorsque les enfants allaient se coucher, les femmes leur chantaient des chansons pour qu'ils mémorisent bien les histoires. Il était essentiel que ces histoires soient transmises avec précision. Et beaucoup de nos arrière-grands-parents disaient « Écoute mon garçon, je ne t'apprends pas le maori. Tu vas apprendre le langage des Pakeha parce que nous vivons dans un monde de Pakeha. » Heureusement, quelques personnes formidables, il y a 50 ans environ, ont réalisé que nous perdions notre culture. Ils ont intégré le gouvernement, fait voter des lois, créé des groupes de travail pour s'assurer que la génération suivante ait les moyens de se battre. La question de la langue est essentielle pour les Maoris. Nous appelons celle-ci Te Reo Rangatira, la langue des rois. Elle est considérée comme tapu, c'est-à-dire sacrée. C'est pour ça que la maintenir est pour nous un devoir sacré, à cause du statut élevé que nous lui avons donné. Tikanga est le mot maori pour désigner les coutumes, et kawa celui pour désigner les protocoles. Tous deux fédèrent la vie sociale des Maoris, qui a pour centre le marae, ou maison de réunion. Les marae sont le lieu des cérémonies, des rencontres, de l'enseignement et des débats. Et chaque détail de leur décoration est empreint de signification et de mémoire.
Une maison de réunion est bien plus qu'un édifice. Un magnifique édifice décoré de sculptures peintes. Pour les Maoris, c'est un lieu rempli de force de vie. Et cette force de vie vient de tous les ancêtres qui y sont rattachés. Lorsqu'on la visite, une maison de réunion est en fait l'incarnation d'un ancêtre. À l'extérieur, vous découvrez la tête de l'ancêtre, le Kururu, avec ses bras étendus vers vous. En passant la porte, vous entrez littéralement dans le corps de l'ancêtre qui vous étreint. À l'intérieur de la maison, les poutres constituent la cage thoracique de cet ancêtre. Vous êtes dans le poro, à l'intérieur de son corps. Donc pour nous, une maison commune est un ancêtre. Et tous les descendants présents autour de lui renforcent le mana du lieu en maintenant les histoires vivantes. Aujourd'hui, ce sont les plus grands symboles visibles de notre culture, de ce qui signifie, en fait, être maori. Si vous venez dans un marae, vous entrez dans notre monde. Vous faites corps avec nous. Vous faites corps avec l'ancêtre. Karanga est la première voix de femme que vous entendez si vous vous rendez dans un marais. Ce chant inaugure toute cérémonie. Il élève les deux parties à un certain niveau émotionnel, spirituel, physique. Et il permet de tisser des liens entre les deux tribus. Karanga est un élément essentiel de la culture maori. Sans lui, rien ne peut commencer. Il est exécuté exclusivement par des femmes, car nous disposons du mana wahine, la capacité de porter la vie. Et nous sommes donc logiquement à l'origine des choses. Tous les Maoris n'ont pas la chance de le vivre lorsqu'ils sont enfants. Mais c'est dans notre ADN, dans nos corps. Ça fait totalement partie de nos gènes. Il faut juste le réveiller, nous rappeler les vibrations ressenties lors du Karanga. De jeunes générations ont initié des ateliers de Karanga. Ça nous permet d'apprendre les bases et d'expérimenter avec nos voix pour trouver cette connexion au niveau spirituel, physique, émotionnel avec les autres. Pour nous, il y a deux maîtres mots qui mettent en relation le passé, le présent et le futur. Le passé se dit « mua ». Et le présent et le futur se traduisent par un même mot, muri. Le passé, mua, signifie devant. Donc nous parlons du passé, mais le mot maori que nous employons pour le définir est mua, devant. En fait, quand nous parlons du passé, retour vers le futur pourrait être la phrase qui convient. C'est un lien très fort qui se retrouve dans les sculptures, les motifs tissés symbolisant nos ancêtres. On le voit dans tout le pays. Nos ancêtres font vraiment partie de qui nous sommes. Je sais que mes ancêtres sont en permanence à mes côtés. De leurs ancêtres polynésiens, les Maoris ont perpétué la tradition de la navigation. Ils sont passés maîtres dans la construction de waka, grandes pirogues de bois leur servant à se déplacer sur les lacs, les rivières et le long des côtes de l'île. Sur des modèles à double coque, ils tentent parfois l'aventure océanique. Ils effectuent alors des milliers de kilomètres
à travers Moanaan-Wiakiwa, l'océan Pacifique, pour rejoindre les Tonga, les Fidji, les Samoa, Tahiti ou encore Hawaï. En hommage à leurs illustres prédécesseurs, les équipages mettent un point d'honneur, encore aujourd'hui, à démontrer leur connaissance intime de l'univers marin. Et ce, sous pavillon maori. Les méthodes de navigation restent volontairement traditionnelles. Il faut savoir comprendre le ciel, les vagues, les courants, interpréter la couleur de l'eau ou les signes de vie animale. La construction des waka, quant à elle, nécessite un savoir-faire hautement recherché. Et les quelques spécialistes jouissent d'un prestige unique au sein de la communauté maori. Je construis des pirogues depuis 1989. Je voulais préserver notre tradition. Il y a très peu de gens qui construisent ces wakas. Il m'a fallu beaucoup étudier. La plupart des personnes qui construisent des wakas aujourd'hui ne construisent pas la coque correctement. Et les wakas ne sont pas stables. Et lorsque c'est bien fait, c'est aussi sûr qu'une église. La forme de la coque est un art que je maîtrise maintenant. Et la coque est le plus important. Ça ne sert à rien d'avoir de belles décorations sculptées si la waka n'est pas stable avec des gens à bord. La coque, c'est le plus important dans une waka. Élevant la construction des waka au niveau d'un art véritable, les Maoris décorent celle-ci de motifs richement sculptés. Ainsi, des divinités protectrices sont représentées sur la proue, sur la poupe et même parfois tout le long de la coque. D'un bout à l'autre, la waka est protégée. Pour cette pirogue, vous voyez ce petit personnage qui n'est pas encore fini là-haut. Lui, il va là. Il représente le dieu de la guerre. Il s'appelle Tumatawenga. Et quand il entre dans l'eau, il avertit son autre frère, Tangaroa, que leur jeune frère Tane va entrer dans son royaume. C'est pour cette raison qu'il y a cette sculpture-là devant. Elle symbolise le dieu de la guerre. En y réfléchissant, lorsqu'on va dans la forêt chercher un arbre, on lui ôte sa première vie. Mais tout de suite après, il renaît, sous la forme d'une pirogue, avec une fonction bien précise, que ce soit une pirogue de pêche pour nourrir les gens ou une pirogue de guerre. C'était comme ça autrefois. Aujourd'hui, la pirogue de guerre est devenue une pirogue de cérémonie. Pour moi, dans notre culture, c'est le numéro 1. Il y a le haka, les tatouages, tout ça, mais je maintiens que la waka, c'est le numéro 1. Parce que c'est elle qui a amené nos ancêtres ici, depuis la Polynésie. Sur le promontoire attenant à son atelier, Egg Busby a également construit un monumental Star Compass, un compas d'étoiles. Ici, il enseigne aux jeunes navigateurs maoris la lecture du ciel pour orienter leur navigation. On navigue différemment aujourd'hui. On utilise une carte pour établir notre plan de navigation, notre itinéraire. Et ensuite, nous étudions les étoiles. C'est ce que je fais ici. 2 semaines avant le départ, je commence à aller la nuit sur le compas d'étoiles.
large des rivages de la Nouvelle-Zélande, de l'autre côté du Pacifique, Hawaïki n'est pas uniquement pour les Maoris le lieu géographique de leurs origines. Il en est aussi le cœur spirituel. Sur cette terre mythique résideraient encore nombre de leurs dieux, tels que la figure centrale de Maui, qui captura un jour le soleil pour en ralentir la course. Selon la tradition maori, Hawaïki est le lieu où tout a commencé et où chacun devra retourner après sa mort. Waiata, le chant, Haka, la danse. Ces deux disciplines font partie intégrante de la vie des Maoris, qui permettent de resserrer les liens de chaque groupe communautaire. Les enfants y sont initiés très tôt au sein des Kapahaka, formation musicale centrée sur le répertoire traditionnel. Notre peuple aime chanter. Nous aimons la musique, nous aimons danser. C'est ainsi que nous nous exprimons, même pour nos opinions politiques parfois, pour passer un message. C'est aussi un des meilleurs moyens pour apprendre notre langue et découvrir notre culture. Surtout pour nous qui l'avions perdu, vous savez. Nous l'avions perdu, alors c'est un bon moyen d'apprendre. Parmi toutes les danses maoris, le poi, réservé aux femmes, est l'une des plus populaires. Les danseuses de poi doivent faire tournoyer en musique une boule retenue par une corde, selon une chorégraphie particulièrement experte et difficile à synchroniser. Ce n'est pas simplement une expérience physique limitée au chant. C'est quelque chose que l'on ressent profondément. Quelque chose qui nous rend passionnés, fiers de qui nous sommes, d'où nous venons. Notre peuple se passionne pour nos origines. Le Père Ciel, la Terre-Mère et tous les autres dieux. De la forêt, de l'océan, de l'air. Tout ce qui nous entoure a une connexion spirituelle avec nos dieux. C'est très facile d'enseigner tout cela aux enfants. Ce sont des éponges. En fait, c'est notre manière de nous relier les uns aux autres, de montrer notre unité, je crois. Je suis tellement fier de mes enfants. Ils parlent couramment le te reo maori, la langue maori, tellement mieux que je n'ai jamais su le faire. Moi, je n'ai pas appris alors que j'étais enfant. Eux, ils ont pu profiter d'institutions telles que les koanga, les établissements préscolaires de langue maori, et les kurakopapa maori, les écoles primaires et intermédiaires où l'on parle couramment la langue. Pouvoir donner à mes enfants la possibilité d'aller dans ces écoles et de les voir s'épanouir me rend vraiment fier.
C'est une énorme responsabilité d'être maori, et pas seulement envers mes enfants. Je suis aussi responsable envers tous ceux qui ont un lien familial avec moi, et également envers tous ceux qui m'ont précédé, comme mes grands-parents, ou encore leurs parents. Ils ont vécu des moments tellement difficiles, alors que les Maoris étaient massivement opprimés. Et ils ont survécu. Alors moi qui suis là aujourd'hui, je me dois d'honorer le fait qu'ils aient réussi à traverser tout ça. S'ils n'avaient pas survécu, je ne serais pas là. Whakairo Rakau, l'art maori de la sculpture sur bois. Il occupe une place unique dans le Pacifique. Un style très personnel s'est développé sur l'île, distinct des formes originelles des ancêtres polynésiens, avec des représentations stylisées qui viennent orner les différents éléments d'architecture et de nombreux objets cérémoniels. Pour les Maoris, la sculpture est un acte sacré. Chez moi, la sculpture est une histoire de famille. Mon arrière-grand-père était sculpteur et mon arrière-arrière-grand-père aussi. J'ai été élevé dans nos maisons de réunion traditionnelles, nos marae. J'ai donc toujours été au milieu des sculptures, de cette forme d'art. C'est donc tout naturellement que je m'y suis intéressé et que je suis parti à la recherche des trésors de nos ancêtres. Pour nos maisons de réunion traditionnelles, nous utilisons un bois tendre. Il est plus facile à travailler et en plus, il résiste aux intempéries. Il y en a plusieurs sortes. Il y a le kaori, il y a le totara. Tous deux sont excellents pour les maisons de réunion. Pour chaque nouvelle sculpture, vous devez comprendre la généalogie derrière l'ancêtre que vous allez représenter. Pour la connaître, il faut parler aux anciens. Il n'y a qu'un moyen de les approcher. Vous devez parler la langue maori, si vous voulez être respecté. Alors, vous pouvez vous entretenir avec eux, et ils peuvent vous communiquer leur savoir. Cette pièce derrière moi, c'est Anenui Arangi. Il représente le grand gardien de la forêt. Nous, les Maoris, nous avons un whakapapa, un lien généalogique qui nous relie à cette personne. Ce masque que je suis en train de sculpter, c'est Tangaroa. Pour nous, c'est le Kaikaki, c'est-à-dire le protecteur de la mer. Nos origines remontent jusqu'à lui. Dans tout ce que nous sculptons, il y a toujours un whakapapa, une présence derrière. Te Wai Punamu est le nom donné par les Maoris à l'île du Sud. Il signifie « les eaux de jade ». C'est en effet ici, dans le lit des rivières qui serpentent au milieu des sommets montagneux, que l'on peut trouver cette pierre rare, extrêmement prisée par les Maoris. Fréquemment utilisée sous forme de pendentif, le punamu, la pierre verte comme on l'appelle également, confère à celui qui le possède un grand prestige. Surtout, au-delà de ses qualités de dureté et de transparence, les Maoris lui attribuent une force spirituelle. La plupart des Maoris habitaient l'île du Nord. Et venir ici n'est pas facile. Nous avons une des zones côtières les plus rudes. Ils ne pouvaient pas juste débarquer en bateau. Les Alpes du Sud, là où on trouve la roche, sont totalement infranchissables en hiver. Il leur fallait les traverser à pied. Si vous avez conduit ici sur la côte ouest, vous avez pu constater que c'est une région rocheuse et accidentée. Ça devait être très dur de se déplacer et de transporter la pierre jusqu'à l'île du Nord.
C'était donc difficile de s'en procurer, et il y en avait peu, contrairement aux autres matériaux qu'ils utilisaient. C'est très spécial pour les Maoris. Ils respectent énormément cette pierre. Ils la conservent, la recherchent, et le Pounamu a une veine qui le traverse, ce qui le rend très dur, très très dur, car cette veine lie tous ces éléments. Lorsque je pars chercher la pierre verte, j'ai 2 ou 3 méthodes pour la différencier des autres. Je prends une lame avec moi, et si je peux érafler la pierre, ce n'est pas de la roche verte. Cette roche est plus dure que ça. Elle est plus dure que l'acier. C'est pour cela qu'à l'origine, on l'utilisait uniquement pour fabriquer des outils. La pierre verte était un outil très utile avant qu'on lui attribue une dimension spirituelle. Ensuite, on l'a utilisé pour fabriquer des pendentifs. Les symboles avaient beaucoup de sens pour les Maoris. Ils n'ont jamais eu de langue écrite. Alors les motifs et les formes qu'ils dessinaient leur donnaient une force spirituelle et éloignaient le mal. C'est ce qu'ils croyaient. En dehors des marae, c'est aujourd'hui dans les musées de Nouvelle-Zélande que les artistes contemporains maoris peuvent venir renforcer leur connaissance des formes traditionnelles. Ainsi, à Wellington, au musée Te Papa Tongarewa, littéralement, le lieu où les trésors sont conservés. Ici s'impose l'idée d'une culture vivante, car le musée certes présente au public les taongas, œuvre majeure du passé, mais surtout fait le lien entre les tribus maoris et ce patrimoine culturel hérité de leurs ancêtres. La relation entre les Maoris et les musées a toujours été compliquée. Il n'est pas facile pour ces communautés autochtones et ces iwis de voir leurs taongas placés dans un établissement, un musée, qui les éloigne et même les dissocie de leur patrimoine. Quand nous travaillons avec les taongas ici, nous nous mettons en relation avec les communautés concernées. Nous sollicitons leur approbation pour pouvoir utiliser les taongas. Nous collaborons avec elles pour savoir comment les utiliser. Ils nous aident à reconstituer leurs histoires. Ils nous aident à les faire parler, chacun d'entre eux. Cette phrase est généralement traduite par « là où il y a excellence artistique, il y a dignité humaine ». C'est extraordinaire d'observer ce qui se passe lorsqu'on relie ces trésors à leur communauté originelle, de voir comment cette relation peut se développer. La relation entre les taongas maoris et le peuple maori est très vivante. Il suffit de regarder comment les tribus les utilisent pour se présenter au monde. Certainement pour se présenter entre elles, mais aussi pour se présenter au monde. Avec les taongas, symboles, métaphores et racines de leur identité, elles proclament « Voilà qui je suis, voilà ma tribu, voilà mes montagnes, mes fleuves, mes ancêtres, mon marae, voilà qui je suis. » Aujourd'hui, la société néo-zélandaise est réellement biculturelle. Nombre de Pakéa, les Néo-Zélandais d'origine européenne, sont fiers de l'identité culturelle que les Maoris impriment au pays tout entier. Cela reste pourtant un phénomène récent. Pendant de longues années, Maori Tanga, le mode de vie des Maoris, n'était considéré que sous un angle pittoresque. Comme dans la région géothermique de Rotorua, à l'est de l'île du Nord, où les Maoris étaient utilisés par le gouvernement en tant que vitrine exotique
à l'attention des touristes étrangers. Au début des années 70, l'urbanisation du pays et la standardisation des modes de vie ont jeté un voile sur la culture maori. C'est dans ce contexte que le jeune historien Michael King, passionné par celle-ci, œuvre à en améliorer la connaissance. Accompagné par la photographe Marty Friedlander, Michael King part à la rencontre de nombreuses femmes maoris, âgées, vivant dans l'intérieur des terres. Leur point commun, toutes portent au visage un moko, tatouage reçu de façon traditionnelle. Michael King m'a proposé de l'accompagner pour photographier toutes ces femmes extraordinaires. Nous avons voyagé pendant 10 jours. Il voulait que nous fassions le portrait de ces vieilles femmes, appelées Kuya. Elles étaient encore là à l'époque, âgées de 80 ans, 90 ans, même parfois de plus de 100 ans. Elles portaient toutes un moko. On en voyait rarement en ville, mais on pouvait encore en trouver à la campagne de temps en temps. Je ne connaissais pas grand-chose de la culture maori avant de photographier ces femmes et leurs moko. C'était pas évident à l'époque. Je parle de 1971. La culture maori était en marge de la société néo-zélandaise. L'intérêt qui existe aujourd'hui était totalement absent à l'époque. C'est difficile à imaginer, mais en 1971, c'était une Nouvelle-Zélande très différente. Personne ne s'intéressait à la condition des Maoris et à leur culture. J'ai adoré prendre ces photos. Celle-là, c'était la préférée de Michael, car elle avait 103 ans. Et elle avait des histoires extraordinaires à nous raconter, comme ses mariages ratés, par exemple. J'aimais bien ça, car ça les rendait plus proches. Elles n'étaient plus à part. Elles étaient comme nous. Elles vivaient juste de façon plus isolée et portaient un moko. Je me souviens d'elle racontant à Michael combien il était difficile de recevoir le moko. Pour beaucoup d'entre elles, le tatouage était fait au burin et c'était terriblement douloureux. Mais c'était un honneur. Elles supportaient la douleur car elles estimaient que cela faisait partie de l'honneur qui leur avait été accordé. Les moko maoris, affirmant l'identité de chaque individu, impressionnèrent profondément les sociétés européennes qui les découvrirent. Traditionnellement, les moko étaient creusés dans la peau avec un ouï, ciseau en os trempé dans un pigment charbonneux. Un processus long et douloureux qui élevait le tatouage au rang de véritable sculpture et le différenciait de tous les autres. L'art du moko était relié à la création de la Terre, à la façon dont Mère Terre avait créé ses contours et ses formes. Pour nous, Maoris, quand nous parlons de moko ou tamoko, nous faisons référence à un dieu ancien, responsable des mouvements sismiques. Il s'appelait Ruaumoko. Ru veut dire faire trembler la terre et moko veut dire apposer une marque. Nos ancêtres ont observé ce phénomène naturel et ils l'ont traduit sous cette forme artistique. Donc, si on essaie de déterminer l'origine de cet art, cela nous ramène à ce phénomène naturel. Tīramaranuku, tīramararangi, kōka kai paurita ngā ko te tangata, kia māwatu te ngā ko te tangata, tērā te tūri ka tūri, tērā te tīramarama, tērā te tīrama ka tīramarama, hikoia te mahara, tangu e tata mai, hei pau tūri mau, hei pau kōrero mau, hei pau ata mai. Uhi wero, uhi taia, hala mai te uhi, aumi e, ui e, tai ki e. Ka pai. That's us, Mara. Well, for me personally, there needs to be a Pour moi, il faut qu'il y ait une vraie relation entre la personne qui se fait tatouer et celui qui effectue le travail. Certains se font tatouer parce qu'ils disent « ça a l'air cool, j'aimerais ça sur moi ». Mais pour la plupart des gens que je connais qui portent un moko, il a fallu trouver la bonne personne, le bon endroit, le bon moment, les bonnes circonstances.
Il faut réunir toutes ces conditions. Même si on désire un tatouage depuis toujours, toutes ces conditions doivent être réunies pour que le travail puisse commencer. Pourquoi la douleur est-elle si importante? Elle est une partie intégrante de notre chemin de vie. On la ressent dès notre naissance jusqu'au moment de quitter cette terre. Pour bien comprendre la relation entre douleur et tamoko, il faut regarder les choses avec cette dimension. Avec le moko, la douleur ressentie est d'un ordre relatif. C'est douloureux, incontestablement, mais cela reste tolérable. Cela dépend de chaque individu. Il faut une disponibilité et une force mentale pour parvenir au bout du processus. Le moko ne se limite pas au moment de sa réalisation. Le moko est un processus qui se poursuit toute votre vie. Vous le vivez littéralement et appliquez ce qu'il représente à votre quotidien. C'est très important à comprendre. Le moko détermine une identité pour chaque individu sur cette planète. Nous, Maoris, sommes très attachés à cette notion d'identité. Follow my finger. You see where I'm pointing? Okay. Rangi toto. Hakarai. We have waingatu. Waingatu. All right? Now, what's the name of our church? Patoromu. Patoromu. Say it after me. Patoromu. Patoromu. Okay, we'll go again. Poge hapopo. Taha tua te rangi. Parinui te rā. O keka. Rangi toto. Pākarai. Waingatu. Patoromu. Un lien étroit existe entre les communautés maoris et leur environnement naturel. Les lieux sont pour elles autant de repères indispensables de leur histoire, de leur mode de pensée, de leur culture tout entière. Paikea, figure ancestrale venue depuis Hawaïki en chevauchant une baleine, semble indissociable de ce petit village de Whangara, à la pointe est de l'île du Nord. C'est sur ce rivage qu'il aurait posé le pied pour la première fois. Et lorsque l'écrivain Witi Ihimera en rappelle le mythe dans son célèbre roman Pai en 1987, il nous dit avant tout son attachement indéfectible à ce lieu où il grandit et qui forgea son imaginaire. Quand j'étais jeune, j'adorais aller à Whangara. J'y allais à bicyclette. Whangara était très loin de la ville. J'allais voir Paikea chevauchant une baleine. La sculpture au sommet de la maison commune de Whangara. Et ça me remplissait de joie de voir ce personnage sur le dos de sa baleine, qui avait eu un rêve et avait poursuivi ce rêve. Quand j'ai écrit le livre, beaucoup de gens ont cru que c'était un conte. Je leur disais, pourquoi est-ce si difficile de croire qu'un homme peut chevaucher une baleine? Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Nous, Maoris, croyons que nous avons un lien particulier avec tous les mondes qui nous entourent. Le monde naturel, mais aussi le monde surnaturel. C'est probablement ce qui nous pousse à continuer la lutte, ne serait-ce que pour une bande de sable ou le sommet d'une montagne. On ne le fait pas juste pour nous, on le fait également pour eux.
Makere ana lahiri Huriane e te hau Holoia e te ua Fiti, fitia e te rā Mahea ke ngā Porariraru Makere ana mahere Erere wairua erere Ki ngā a e te rangi Fiti, fitia e te rā Mahea ke rā Poraruraru